Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour cet épisode. Aujourd'hui, je voulais tout particulièrement remercier Melou J ou Meloud, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. Mais je voulais te remercier pour ton commentaire sur Apple Podcast qui dit « Merci beaucoup chère Audrey pour vos précieux conseils. Ils me permettent de me projeter et d'entrer un peu plus en détail dans un projet qui est pour l'instant à l'heure des rêves. Les différents sujets abordés sont précis et détaillés. Ils donnent envie de se lancer effectivement et donnent les premières pistes pour entrer dans la danse. » Merci à toi pour ce commentaire. Sachez que les commentaires sur Apple Podcast et sur Spotify m'aident énormément, je le répète encore, mais ils m'aident vraiment à faire connaître ce podcast, à le développer et du coup à rester motivé, à continuer de faire des épisodes. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast. Pour Spotify, il suffit de descendre sur la fiche épisode que vous êtes en train d'écouter et vous pourrez me laisser un commentaire à cet endroit-là. Et pour Apple Podcast, vous vous rendez sur la page du podcast, donc de mode d'emploi, vous descendez encore pour passer les épisodes et vous arriverez à la section notes et avis où vous pourrez me laisser donc 5 étoiles et un joli commentaire s'il vous plaît. Je ferme cette parenthèse et dans cet épisode, nous allons discuter prix. Fixez vos prix de vente et être en accord avec. Alors je l'ai déjà un peu abordé dans un épisode notice que je mettrai en lien dans la description de cet épisode-là. Si c'est votre sujet du moment, comme ça, vous aurez tous les épisodes qui concernent ce sujet-là. Mais dans cet épisode, on va creuser encore un peu plus le sujet des prix de vente. On va parler prix de vente, prix de revient et valeur perçue. Pourquoi cet épisode ? Parce que le prix, c'est souvent votre préoccupation première, et alors surtout en ce moment avec la hausse des prix de revient, des matières premières, et surtout la diminution du pouvoir d'achat des Français. Donc, je trouvais ça pertinent d'en parler en détail dans un épisode, de vous guider ou d'essayer de vous guider sur la définition de vos prix, que vous soyez finalement en pleine création de votre marque ou de votre prochaine collection. On est donc parti pour l'épisode du jour. On va décortiquer un peu la question du prix de vente, comment fixer son prix de vente. On va aussi parler donc du prix de revient et de la valeur perçue. Je vais essayer d'aborder les différents points qui sont pour moi essentiels pour bien comprendre la stratégie de prix et comment fixer ses prix. Le premier point à voir ensemble, c'est que fixer ses prix de vente en fonction de son prix de revient, ce n'est pas une bonne idée. C'est non. Alors, le prix de vente, c'est le prix qui est affiché pour vos clients, et le prix de revient, c'est le prix que vous coûte votre modèle en termes de matière, de confection, d'accessoires, etc. Donc, fixer son prix de vente en fonction de son prix de revient, c'est non. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre positionnement de marque dépend d'un atelier ou du prix que l'atelier va vous communiquer. L'atelier, lui, il a déjà son propre positionnement, par exemple, donc il va avoir ses propres prix à lui, qu'ils soient en France, au Portugal, en Chine, etc. Et donc ça veut dire que si vous attendez vos prix de revient pour pouvoir fixer votre prix de vente, alors vous dépendez totalement d'un atelier et de son prix à lui. Ça veut dire que le prix qui est un des 4 piliers du mix marketing, donc on a le prix, le produit, la place, donc la distribution, et le quatrième, c'est la promotion de la communication. Donc, ces 4 piliers-là, il y a le prix à l'intérieur. Ça veut dire que ce pilier-là est totalement dépendant d'un élément extérieur, d'un facteur extérieur qui est l'atelier et le prix que l'atelier va vous donner. Alors, il n'est pas dépendant que de ça parce qu'il dépend aussi de votre modèle, de votre matière, etc. Mais n'empêche, c'est que c'est pas vous qui avez la main dessus et vous maîtrisez pas ce coup-là. Donc, il faut fixer vos prix en fonction de votre marque, de votre positionnement, mais pas en fonction de votre prix de revient. Et il ne faut pas attendre surtout son prix de revient pour fixer son prix. Dans le programme Créer sa marque, on fixe les prix de vente bien avant de parler de prix de revient, de production, etc. On se positionne d'abord en tant que marque
avec donc des prix qui sont cohérents avec le positionnement et ensuite on parlera des prix de revient. Ça, c'est la première chose donc à savoir, n'attendez pas des prix de revient pour pouvoir fixer vos prix de vente, c'est pas une bonne idée et c'est pas la bonne méthode. La deuxième chose à savoir et à réfléchir, c'est donc que ces prix de vente, pour les fixer, il faut qu'ils soient en accord avec le marché et en accord avec la cible. Déjà avec le marché, ça veut dire analyser sa concurrence, faire, ce qu'on appelle un benchmark et aller voir, les prix qui sont pratiqués par vos concurrents, vos marques concurrentes, que ça soit, des concurrentes directes ou indirectes, c'est-à-dire vraiment des personnes qui font la même chose que vous, qui ont un positionnement similaire ou des personnes qui vont faire un autre produit, mais alors qui ont la même cible ou alors qui vont faire un produit similaire, mais qui ont pas tout à fait la même cible et cetera. Ça, c'est de la concurrence indirecte. Donc analyser ces marques-là pour voir quels sont les prix pratiqués par ces marques et du coup, quels sont les prix qui sont mis par les clientes. Et analyser les best-sellers parce qu'il faut aussi, quand même regarder, la réalité des chiffres et ne pas regarder, par exemple, un produit qui, en fait, se vend pas, qui est un produit exceptionnel ou, regarder des produits qui se vendent en petite quantité. Il faut vraiment analyser les best-sellers parce que les best-sellers, c'est significatif du prix qu'est prêt à mettre la cible. Et c'est ça qu'on veut savoir, au final. On veut savoir, le prix qu'est prêt à mettre cette cible, qui est prête à mettre cette cible peut-être, pour un produit similaire au nôtre ou pour un produit qui a une même utilité que le nôtre, et cetera. Donc je veux savoir quels sont les best-sellers de ces marques. Ça, là aussi dans le programme Créer sa marque, il y a, au moment où on est sur le positionnement marque, un outil qui permet de voir les best-sellers de ces marques concurrentes, de la plupart des marques concurrentes, et qui permet donc de définir des prix en fonction de ça aussi. Donc se fixer avec, la concurrence et puis analyser pour faire un vrai benchmark et voir quels sont les prix pratiqués ailleurs. L'erreur, ça va être des fois de se comparer à des marques qui sont des marques trop grosses et qui font des économies d'échelle, que nous, on ne pourra pas faire au début. Sachant que les économies d'échelle, pardon, il faut vraiment des quantités astronomiques pour pouvoir en faire. Donc il faut éviter de se comparer à des marques qui sont, trop avancées et qui ont, 5-10 ans d'avance sur nous. Il faut essayer de se comparer avec des marques qui nous ressemblent, réellement dans les valeurs, dans les lieux de fabrication, dans, le style, dans la cible et le positionnement. Alors bien sûr, on peut aller regarder quand même, combien sont prêtes à mettre, les cibles, de marques, concurrentes éloignées, mais il faut pas se baser que là-dessus. Et ensuite donc, il faut bien évidemment être en accord avec sa cible et ses habitudes d'achat et voir si cette cible-là, elle aime avoir une remise. Au contraire, elle aime acheter en grande quantité, peut-être qu'elle aime acheter peu, mais régulièrement et avoir un modèle, par-ci par-là qu'elle va aller, piocher, chaque mois dans, des marques préférées. Est-ce qu'elle est très fidèle? Au contraire, est-ce qu'elle est très volatile et cetera? Tous ces facteurs-là, donc qui sont ses habitudes d'achat, vont me permettre de définir des prix et des stratégies de prix et des stratégies marketing pour attraper mieux cette cible. Si elle aime acheter régulièrement, je sais qu'un programme de fidélité pourrait lui correspondre. Si au contraire, elle achète en très grande quantité, mais qu'elle est hyper volatile, alors je vais proposer, ce qu'on appelle des packs ou des bundles, on reviendra là-dessus, mais je vais lui proposer d'augmenter réellement le panier moyen. Moi, ça va me permettre de vendre plus, même si cette cible-là ne reviendra pas. Donc réfléchir, voilà, à ma cible et à ses habitudes d'achat pour fixer des prix de vente qui sont en accord avec la cible et avec le marché. Ensuite, il y avait un point que je voulais aborder, c'était la composition, d'un prix. De quoi est-il composé? Parce que fixer un prix, c'est quand même réfléchir, à sa composition et à ce qu'il comprend. C'est pas juste un chiffre à à fixer. Il faut quand même, comprendre, ce que veut dire ce prix-là. Donc dans un prix, on a bien évidemment les coûts de revient qui sont les coûts directement liés à une pièce de ma production, la matière, la production et cetera. Il y a aussi la marge qui va couvrir, bah, les dépenses de marque, c'est-à-dire, qui sont les autres coûts, les coûts, de marque, de marketing, de communication, tous ces coûts-là que je peux pas rapporter à un produit en particulier. Et il y a aussi la marge pour créer du bénéfice et de la trésorerie, donc c'est, ce plus-là qu'on va aller chercher et qu'il faut réussir à décrocher, et à augmenter. On parle en général d'environ, 20 à 30 de bénéfices, dans le textile, donc voilà, faut essayer de se coller à ça. Puisque ce qui est important, c'est la rentabilité. C'est ça qui compte en fait, ça sert à rien, enfin ça sert à rien.
Il vaut mieux vendre peu, mais être rentable et dégager du bénéfice et de la trésorerie et avoir un fonds de roulement, conséquent, plutôt que de vendre beaucoup, mais de ne pas avoir de bénéfice. Après, il y a des stratégies. On peut avoir des stratégies qui sont des stratégies, par exemple, de scaling, qui vont être de, au début, vendre en ayant une marge qui est très faible pour faire ce qu'on appelle de l'acquisition, donc aller chercher plein de gens et vendre beaucoup et se faire connaître, etc., pour ensuite essayer d'augmenter ses marges. Mais ça peut être risqué parce que selon votre produit, vous n'allez pas pouvoir non plus doubler vos prix juste pour vos marges et vous allez potentiellement perdre la clientèle précédente qui va pas se reconnaître dans votre positionnement de prix, qui va plus se reconnaître. Donc, dans le textile, dans la mode, il faut quand même réfléchir à un positionnement prix cohérent et donc cette composition de prix, bien évidemment, elle peut bouger et c'est-à-dire que je peux augmenter ou diminuer ma marge, que ce soit la marge qui va couvrir les dépenses de ma marque, mais aussi la marge qui me sert de bénéfice et de trésorerie. Je peux ajuster, mais il faut surtout penser quand même long terme et se dire que quel va être mon positionnement de prix au long terme. Et justement, dans cette stratégie de prix, c'est un point aussi que je voulais aborder, vraiment la partie très stratégique des prix. C'est que dans une marque, donc chaque produit a un prix, a un style, etc. Et au sein d'une marque, chaque produit a une place bien particulière, une fonction, un objectif bien particulier. Par exemple, je vais pas justement aller faire de l'acquisition, comme je disais, avec mon produit le plus cher. Ça servira à rien, ce serait, une perte de temps parce que enfin, pas une perte de temps, mais ce serait me mettre des freins, des bâtons dans les roues, d'aller faire de l'acquisition avec un produit qui est, le haut du panier et qui est un produit un peu cher. Pareil, il faut imaginer donc qu'il y a des produits qui vont servir à faire de l'acquisition, qui servent à passer de prospect à client, ou de audience à client. Il y a des produits qui peuvent servir aussi à fidéliser, qui sont des produits qu'on va pousser, dans, ce qu'on appelle le CRM, donc avec la newsletter, avec, des emails et pourquoi pas, Instagram et cetera. Mais des produits qu'on va pousser dans le CRM parce que c'est des produits qui servent à fidéliser. On peut les pousser aussi avec de la promotion, de fidélisation aussi. Et il y a par exemple aussi des produits qui servent à augmenter, le panier moyen, qui vont être des produits, ce qu'on fait, quand on appelle, ça de l'upsell. Donc ça va permettre d'augmenter un peu ou légèrement mon panier moyen avec un petit produit, par exemple. Et donc là, vous voyez que, j'ai cité 3 produits qui ont des fonctions particulières au sein même de l'écosystème de ma marque et donc qui vont avoir des prix, définis différemment et bien évidemment que je vais pas donc fixer, le même prix pour un produit, type acquisition ou un produit fidélisation ou un petit produit, bonus, upsell. Je vais quand même réfléchir à cette stratégie au global, je vais pas regarder juste produit par produit. Ensuite, un point important et ça je sais que vous aimez bien quand on en parle, c'est la perception du prix pardon, ou la valeur perçue. C'est-à-dire que peu importe le prix, finalement, ton objectif à toi, c'est de le faire oublier. C'est qu'on se dise enfin, de le faire oublier ou alors de le faire paraître, petit ou que c'est une bonne affaire, quoi. Donc pour faire ça, il faut en face augmenter la valeur perçue du produit, c'est-à-dire la valeur que lui donne ma cliente. Ce qu'elle perçoit de ce produit-là, est-ce qu'elle trouve qu'il a une haute valeur ou pas? Mon objectif, c'est d'augmenter cette valeur perçue pour qu'en face, mon prix réel ait l'air plus petit, d'accord? Que ma valeur perçue soit grande et mon prix réel, du coup, petit à côté. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Alors, il y a des techniques visuelles ou plutôt structurelles, par exemple, sur ma boutique en ligne, qui seraient typiquement la manière dont sont triés les produits, dont sont affichés les produits dans ma boutique en ligne. Ou alors la manière dont est affiché le prix, la taille, la police, etc. Euh, et toute cette partie un peu visuelle et structurelle. Mais il y a aussi la perception que ma cliente va avoir en arrivant sur mon site. Donc là, on est toujours quand même dans un aspect visuel et ressenti quand même de la valeur perçue. Heu, Comment ma cliente va déterminer, enfin va juger ma marque, quand elle va atterrir sur mon site? Est-ce qu'elle va trouver ça haut de gamme? Est-ce qu'elle va avoir l'impression, au contraire, qu'on est sur un site plutôt entrée de gamme? Inconsciemment, bien sûr qu'elle va pas faire une analyse pour juger et se dire: «Ah oui, OK, le prix est OK», mais son cerveau va analyser, rapidement, le site internet et se faire une idée, de cette marque-là. Par exemple, si j'atterris sur
le site, par exemple, de Shein, qui est un site, on va dire, assez pourri en termes de visuel, donc avec des bandeaux promo de partout, des pop-up qui sortent à droite, à gauche, et que sur ce site, je vois des prix qui sont quand même des prix élevés, genre 120 € avec des promotions peut-être à 90 € et cetera, je vais trouver ça totalement incohérent. Je vais me dire: «Pour ce type de site, c'est extrêmement cher». Alors qu'à l'inverse, si j'arrive sur un site qui est visuellement plus haut de gamme et que je vois des prix qui sont peut-être, des prix de milieu de gamme, je vais trouver ça plus accessible, même si c'était les mêmes prix que j'avais vus précédemment sur, un site pourri. Donc il y a toute cette partie un peu visuelle et perception qu'on va avoir via ton site, via ta manière de mettre en avant tes prix. Alors il y a plein de hacks et de petites choses, sur les prix que je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça reste des petits hacks, ça fera jamais un positionnement cohérent. Mais voilà, il y a des petites techniques, de positionnement du prix, où est-ce qu'il est mis sur la fiche produit, dans quelle police il est mis, quelle taille et cetera. Mais c'est pas des choses, qui vont tout changer à tes ventes et à la conversion que tu vas faire sur ton site. Au-delà du visuel, de ces techniques visuelles pour la perception du prix, il y a aussi, la manière de parler de ton produit. Sur quoi est-ce que tu mets le focus? Alors ça, j'en ai déjà fait des posts Instagram, mais donc je vais les reprendre ici pour les personnes qui me suivent pas encore sur Instagram. Mais il y a tout le côté, de ce que tu dis, comment tu communiques sur ton produit et du coup, comment ta cible perçoit la valeur. Est-ce qu'elle perçoit une valeur, élevée pour ton produit? Ton objectif, c'est ça. C'est-à-dire que ton objectif, c'est d'augmenter, on a dit, la valeur perçue. Donc ça, tu peux le faire aussi via ta manière de parler et de communiquer et comment tu parles de ton produit. Par exemple, donc je vais reprendre les exemples que j'ai déjà partagés sur Instagram, mais dire, «Notre t-shirt est à 50 € et c'est un prix juste car nous limitons les intermédiaires, nos matières sont biosourcées par notre atelier familial», ça veut pas dire grand-chose pour ta cible, voire rien du tout. Le fait que, le prix soit juste, bon, ben c'est toi qui en juges, parce que oui, tu limites les intermédiaires et tes matières sont biosourcées par un atelier familial, OK, mais ta cible, elle a pas de grand intérêt, à savoir tout ça ou en tout cas, elle a pas de elle y gagne rien. C'est-à-dire que oui, elle va faire un joli acte d'achat quand elle va le faire, mais elle est pas là non plus pour faire que des jolis actes d'achat, d'accord? On achète aussi par plaisir, par envie et parce que ça nous apporte quelque chose. Parce que ça nous apporte de la valeur, justement. Donc, cette phrase-là, c'est non. Par contre, dire un t-shirt à la coupe parfaite, dont l'encolure ne se déforme pas, et dans un jersey choisi, car il ne bouloche pas, à seulement 50 €, ça, c'est une bonne affaire. C'est-à-dire que là, si je suis la cliente, je sais que ce t-shirt a la coupe parfaite, je sais qu'il va pas se déformer parce qu'il y a rien qui m'agace plus que ça quand j'achète un t-shirt et que l'encolure se déforme au bout de quelques lavages. Je sais qu'il va pas boulocher parce que le jersey, il a été choisi pour ça, particulièrement pour ça. Et on me dit 50 €, je me dis: «OK, ça c'est une bonne affaire», alors que précédemment, je trouvais ça trop cher. Pareil, un jean slim en coton bio fabriqué dans un atelier familial au Portugal, franchement, ça me dit pas grand-chose. Il peut être à 50 comme à 150 €. Je vais percevoir peu de valeur. Par contre, voici le jean idéal, fabriqué dans une toile de coton indéformable et une coupe slim qui galbe vos fesses sans jamais vous serrer. Potentiellement, ce jean, il est à 150 €. Je trouverais ce prix abordable parce que on est sur le jean idéal, le jean parfait, le jean que je recherche et qui m'apporte de la valeur. Ça, c'est l'histoire de la valeur perçue. La valeur perçue de tes produits doit toujours être supérieure au prix. C'est-à-dire que tu devrais pouvoir dire à tes clientes: «Voilà, le pitch de mon produit, ce jean idéal. Quel est le prix que vous pourriez mettre?» Si elles te disent 150 € et que ton prix réel, il est à 130 €, alors c'est gagné. Ça veut dire que tu as réussi à leur faire valoir à leur faire percevoir, pardon, une valeur bien plus élevée que, la réalité du produit et du coup, ça va permettre à tes clientes de dire: «Ah OK, finalement, c'est que 130 €». Alors que ça se trouve, si tu avais pas eu le bon discours, et le bon pitch de produit, finalement, le 130 €, elle l'aurait trouvé peut-être trop élevé parce que la valeur perçue n'y était pas. Donc fais ce travail-là avec tes produits, avec, peut-être avec d'autres personnes pour essayer de percevoir chez elles ou de leur demander ce qu'elles perçoivent de tes produits et qu'est-ce qu'elles attendent de tes produits. Est-ce qu'elles attendent qu'ils soient fabriqués dans un atelier familial ou est-ce qu'elles attendent que ça soit un produit indéformable? Essaye de trouver les vrais besoins de tes clientes pour pouvoir,
appuyer ça et appuyer tes arguments là-dessus et du coup avoir une valeur perçue qui augmente. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est le quid des réductions. C'est-à-dire que la question se pose à chaque solde qui arrive. Je vois beaucoup de marques communiquer là-dessus, sur les soldes ou les non-soldes, se poser la question, est-ce qu'elles doivent faire des promotions ou non? Alors, rien ne t'empêche de faire des promotions, d'accord? Ça n'a jamais été interdit, et moi je trouve pas que ce soit qu'il y ait une image trop négative quand on fait de la promotion, puisque en réalité, c'est normal de devoir aussi écouler son stock de temps en temps. C'est normal de devoir vendre un peu plus sur certaines périodes, de surfer aussi sur des grandes périodes d'achat. Et donc, la promotion, ça permet quand même d'enclencher ce dernier petit pas qui peut manquer parfois. Donc, pourquoi pas faire des soldes ou des promotions? Mais moi, je te conseille d'utiliser des techniques dites douces. Enfin, c'est moi qui appelle ça des techniques douces. En gros, de pas avoir des gros bandeaux rouges généralistes sur ton site internet qui vont dire bah, moins 50% de telle date à telle date sur toute la boutique, ou avoir des moins 25 de partout, etc. Ce que je te conseille, c'est de personnaliser la réduction, c'est-à-dire de segmenter ton audience, tes clients ou tes futurs clients, et de cibler finalement les personnes à qui tu vas faire cette réduction. Ça permet déjà de pas t'afficher comme une marque qui fait de la promotion tout le temps, d'éviter le truc de ça peut arriver qu'on se dise ah j'aimerais bien acheter chez telle marque, mais je vais attendre parce que je sais qu'elle fait des soldes tous les 3 mois, donc je vais attendre les soldes. Ça, c'est compliqué parce que ça va faire que toi, tu vas dépendre tout le temps de ces périodes de soldes, que tu vas peut-être augmenter les temps où tu es en promotion parce que tu vois que c'est que là où tu vends. Donc ça, il faut l'éviter. Et pour éviter ça, il faut éviter de montrer à tout le monde que tu fais des réductions. Donc, personnaliser la réduction et faire des techniques plus douces. Utiliser, par exemple, là aussi, le CRM, donc la newsletter, pour personnaliser cette réduction et aller cibler les bonnes personnes et pas monsieur tout le monde qui passe sur Instagram. Pour ça, je donne plusieurs méthodes dans la mini-formation sur la newsletter, donc qui s'appelle la Newsletter Lover, avec donc des techniques pour personnaliser ces réductions-là et puis vraiment aller targeter les bonnes personnes. Mais en gros, rien ne t'empêche de faire des promotions. Même moi, je trouve que ça peut être conseillé sur des lancements, sur des périodes particulières. Ça peut être intéressant pour vraiment faire passer les personnes qui hésitent encore un tout petit peu. Ça va permettre de vraiment plus les faire hésiter. Donc, un petit résumé des points que j'ai abordés. Le premier, c'est que fixer tes prix de vente en fonction de ton prix de revient, c'est non. N'attends pas ton prix de revient pour fixer tes prix de vente. Le deuxième, c'est qu'il faut fixer des prix de vente qui sont en accord avec le marché et la cible. Le troisième point, c'est réfléchir à la composition de ton prix et essayer de dégager un maximum de bénéfices, bien sûr, sur ton prix. Le quatrième point, c'est réfléchir à la stratégie de prix. Chaque produit a un prix, mais surtout a une fonction et un objectif bien particulier dans l'écosystème de ta marque. Et le quatrième point, c'est sur la perception du prix. Ta valeur perçue doit toujours être supérieure au prix réel de ton modèle. Et enfin, le dernier point, c'est sur les réductions. Rien ne t'empêche de faire des réductions, mais utilise des techniques douces. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur le thème du prix. J'espère que ces conseils auront été utiles à un maximum de personnes. Je le rappelle encore, mais si cet épisode vous a plu, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça me fait plaisir et surtout ça aide le podcast à décoller. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.